Une petite vidéo pour changer un petit peu. En général, on est en studio, mais cette fois-ci, on fait une petite vidéo. On est sur une petite terrasse au cœur de Tel Aviv. Tel Aviv, exactement. Donc c'est sur la terrasse du l'espace de coworking Urban Place. On n'est pas payé pour leur dire leur nom, mais ils ont été sympas d'ouvrir la terrasse exceptionnellement. On commence un petit peu ce tour des candidats dans la 8e circonscription des Français de l'étranger avec Benjamin Diane. On va le découvrir. Je l'explique un tout petit peu rapidement comment moi j'ai découvert de manière très surprenante. C'est sur un article de JSS News de Jonathan Simon Célèbre. Enfin, ça encore de lui, on ne sait pas. Et ce qui était très étonnant, c'est que bien que socialiste, l'article était plutôt positif à l'endroit de Benjamin Diane. Ça doit être surpris aussi? Oui, c'est toujours surprenant. Exactement. Donc ça a suscité un petit peu ma curiosité et en discutant avec plusieurs personnes, eh bien, j'ai découvert que Benjamin Diane était vraiment quelqu'un qui aimait Israël, qui défendait également Israël, donc ça m'a piqué ma curiosité sur ce point-là. Benjamin, déjà, pour te découvrir un petit peu, tu as une quarantaine d'années, c'est ça? 40 ans exactement. Tu as travaillé pour Bonduelle en Italie, si je ne dis pas de bêtises. Je vois que tu as des bons renseignements. C'est pour Bonduelle en Italie, d'abord en France et ensuite en Italie à Milan. C'est Wikipédia qui m'a aidé pour ça. C'est dans Wikipédia. C'est dans Wikipédia. Et si je regarde mes petites fiches, tu as été conseiller pour Patrick Bloch dans le 11e arrondissement, puis conseiller pour les discours de Manuel Valls. D'ailleurs, on va reparler de Manuel Valls parce que c'était un peu un fil rouge dans ton début de carrière politique. Et aujourd'hui, adjoint au maire du 3e arrondissement, Pierre Heidenbaum. C'est ça, c'est 3e arrondissement de Paris. J'ai fait 5 ans, effectivement, la plume de Manuel Valls, à la fois au ministère de l'Intérieur et à Matignon. Première question, quels sont tes liens avec Israël? Qu'est-ce qui fait que... parce qu'en fait, il y a eu 17 candidats sur la circonscription la 8e circonscription, et en Israël, on en a entendu parler que de 4, dont toi. Donc qu'est-ce qui fait ton attachement à Israël? L'attachement avec Israël, c'est des liens personnels, des liens familiaux, des liens affectifs. Je suis fils, petit-fils de juifs séfarades, par définition attaché à l'existence d'Israël. Gamin, j'ai toujours grandi avec mon père qui me racontait qu'en 1962, en quittant l'Algérie, il avait hésité entre Israël et la France. Il a finalement choisi la France, mais j'ai toujours été élevé avec ces deux amours. J'ai d'ailleurs écrit à tous les Français d'Israël. On n'a pas à choisir entre son père et sa mère. La France et Israël sont pour moi deux réalités indissociables que je porte dans mon cœur et que j'ai toujours voulu défendre, mais pas simplement dans l'intérêt d'Israël. Moi, je suis candidat pour être un député de la nation, un député français, et l'intérêt de la France, c'est que les liens entre Israël et la France se multiplient sur tous les plans culturels, économiques. Alors c'est un combat de tous les jours, et tu faisais référence justement à cette question, un article qui me présentait comme de gauche et ami d'Israël. C'est un énorme scoop. Voilà, c'est justement, est-ce que quand on est au PS, j'ai des amis en France qui sont au PS et qui sont pro-israéliens, et ils me disent ce sentiment un petit peu d'isolement au sein du PS. Est-ce que toi aussi tu le vis? Alors, à chaque fois que j'étais mal à l'aise avec la gauche, c'est sur la question d'Israël, et à chaque fois que j'étais mal à l'aise avec les Juifs, c'est sur la question de la gauche. Donc, ce qui traduit une forme de malaise, mais il y a derrière cela une énorme incompréhension. Moi, j'ai toujours essayé, au cours de mon parcours politique, de combattre cette incompréhension, parce que on dit rapidement toujours que la gauche est l'ennemi d'Israël. Mais si on prend l'histoire longue de la gauche française, Léon Blum, Pierre Mendès France, Guy Mollet, et plus proche, Lionel Jospin, François Hollande ou Manuel Valls, ont toujours été des amis. Il y a une tradition, des amis israéliens, il y a une tradition à gauche de défense de l'État hébreu. D'abord dans sa création, son armement, dans le début des années 50, puis après tout au long des décennies avec
la coopération scientifique, la coopération culturelle, la coopération à travers la langue. Donc sortons de ces images d'Épinal qui viseraient à dire la droite est par définition l'ami d'Israël, la gauche est par définition l'ennemi d'Israël. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué, néanmoins, il y a eu Benoît Hamon qui était le candidat. Est-ce que toi, tu n'as pas eu une sorte de certains malaises par rapport à ça, d'autant plus que toi tu es un valsiste, assumé et revendiqué, et qu'il y a eu Valls qui a eu pris des décisions par rapport à ça. Avant de venir à ça, je voulais tout d'abord qu'on parle des ambitions pour la circonscription et de ton programme. On va d'abord parler de ce point-là. Tu as 5 points, parle-nous-en un petit peu. Oui, je voulais simplifier les enjeux de cette élection, parce que l'élection des députés des Français de l'étranger est peu connue, et on voit mal quel est le rôle du député. Alors le rôle du député, il est, comme tous les députés, je dis souvent, le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, c'est comme le député de la Nièvre ou de la Corrèze, il aura vocation à voter tous les textes, de la culture, de l'agriculture. Il aura aussi vocation à s'intéresser au quotidien des Français de la circonscription. Moi, je passe de l'Italie, la Turquie, la Grèce, à Israël, j'essaie de comprendre quelles sont les attentes des Français. Alors il y a des attentes spécifiques dans chacun des pays, mais il y a aussi des attentes qui se retrouvent. Donc moi j'ai 5 combats. Le premier combat c'est l'éducation. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants nationaux ou binationaux le français, comment ils peuvent avoir accès à l'éducation française. Deuxième combat, la solidarité. C'est une question importante, c'est l'esprit de la République, de ne jamais laisser un citoyen sur le bas de la route quand il a des difficultés. C'est également le rayonnement de la France, la culture française. J'étais ici à Tel Aviv lors du festival du cinéma français et on voit que la culture française est aimée, appréciée, le français est parlé, les Français d'Israël sont les ambassadeurs du français et la société israélienne est en attente de la présence française. Le quatrième combat, c'est nos services consulaires. Ça, c'est la traduction concrète de la présence de l'État. Il faut que les services consulaires soient présents. Et le 5e combat, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat. Alors pour un homme de gauche, ça peut paraître parfois un peu surprenant, mais moi je crois beaucoup à aider l'innovation, et en particulier dans cette Startup Nation, où il faut que les liens entre les entreprises françaises, les startups israéliennes, les entreprises israéliennes et les startups françaises se multiplient. Pour ça, il faut effectivement travailler aux échanges économiques, à ce que des entrepreneurs israéliens puissent aller multiplier les groupes entre la France et Israël. Donc, un député, il a aussi cette vocation à être un peu, je dis souvent, le représentant de commerce, le facilitateur, faire que les entrepreneurs se retrouvent, faciliter le cadre légal aussi, qui est parfois compliqué, permettre l'investissement aussi. La France, des capitaux qui viennent de France pour investir en énergie. Juste par rapport aux soucis quotidiens des Français de l'étranger, il y a quelques sujets qui reviennent très régulièrement, ce sont les équivalences des diplômes, le permis de conduire, etc. Quelles sont concrètement les marges de manœuvre que peut avoir un député français sur des aspects presque purement israéliens? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez travailler ou c'est très compliqué? À partir du moment où c'est un problème qui touche les Français d'Israël, c'est un sujet qui concerne. Moi j'entends souvent des discours où on me dit le député de cette circonscription ne peut rien faire. C'est l'administration israélienne qui est compétente. Moi je ne prétends pas arriver avec des certitudes sur tout. Mais ce que je sais, c'est qu'avec d'autres pays, la France a créé ce qu'on appelle des commissions parlementaires qui permettent de se retrouver autour d'une table et de parler des problèmes et d'avancer. Moi, je suis pour que, très rapidement, on crée un groupe de travail parlementaire entre la France et Israël, avec les acteurs associatifs qui sont très mobilisés. J'en ai rencontré beaucoup ici, notamment sur la question, bon, les médecins ça va mieux, les pharmaciens ça va mieux, la question des infirmières, qui est un sujet très présent et qui pose problème, alors qu'il y a des infirmières françaises très bien formées qui arrivent en Israël et qui ne peuvent pas travailler. Alors c'est une blessure, une souffrance terrible. Donc il faut avancer sur ces dossiers. Mon sentiment, c'est que tout n'a pas été fait pour avancer. Mon suppléant, Amos Choupak, franco-israélien, qui connaît bien ces sujets pour avoir travaillé... Lui, ici. Il a travaillé sur ces sujets avec le député Lalouf, qui a fait beaucoup de choses à la Knesset, et directement opérationnel. Alors, si jamais les Français de cette circonscription nous font confiance, on se mettra au boulot dès le lendemain. Alors je ne dis pas que tout va aller, pas de fausses promesses, tout ne va pas aller aussi vite, mais il faut créer les structures de dialogue nécessaires. Nous avons réussi à le faire avec d'autres pays, il faut avancer. Sur l'équivalence des diplômes, sur le permis de conduire. Le permis de conduire c'est terrible,
Vous arrivez et au bout d'un an, vous avez l'incertitude et vous repassez votre permis de conduire avec toutes les difficultés. Donc là-dessus, il faut avancer. Et on ne peut pas simplement dire on n'a pas réussi. Moi, je suis là pour qu'on prenne les sujets à bras-le-corps. On se tutoie, on se voit, on sait plus. On est en Israël, hein, forcément. Je vous dis tu ou je vous dis vous? On va se vous voyer devant la caméra. Donc, vous avez dit à l'instant qu'il fallait d'abord vous donner le mandat, oui, avant tout. Et cette élection un petit peu particulière, parce que déjà, il y a un vrai personnage qui est Meir Habib, qui a une certaine popularité parmi la population française en Israël. Et il y a également d'autres candidats. On va parler de deux autres candidats qui sont Daphne Potanski et Florence Drori. Et ce qui est intéressant, alors on va parler de choses un peu plus politiques. Vas-y, je ne sais pas. C'est par rapport à qui va représenter Macron. Parce que lorsque l'on regarde votre affiche, on ne voit pas le logo du Parti Socialiste. On voit marqué en particulier des termes comme progressistes, qui ont été les termes qui ont été utilisés par Emmanuel Macron, et bien sûr la mise en avant de Manuel Valls, qui d'ailleurs a la chance de ne pas avoir de député, de candidat du mouvement La République En Marche en face de lui dans sa circonscription. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté d'avoir pratiquement trois candidats qui sont compatibles avec Macron? Donc il y a la candidate officielle, il y a donc vous-même qui êtes sur une ligne Valls, et il y a donc Daphna qui, à mon avis, ne doit pas être très éloignée de ses positions. Comment est-ce que vous vous défendez par rapport à ce milieu? Il y a pratiquement trois candidats pour une idéologie. Mais l'ambiguïté, elle vient pas de moi. Moi, je renvoie tout le monde à sa cohérence personnelle. Ce que je sais, c'est que le monde politique est en pleine ébullition. Et on l'a vu avec ces élections présidentielles. Les étiquettes classiques, Parti Socialiste, les Républicains, tout ça a été balayé. Les Français veulent une autre offre politique, une offre claire. Et quand le monde vacille, le monde politique vacille, il faut se retrouver derrière des valeurs. C'est pour ça, moi, j'avance devant les électeurs avec ma cohérence personnelle. Alors, il y a des candidats qui ont effectivement l'investiture en marche. Mais là encore, moi, je renvoie tout le monde vers son parcours politique. Où était Florence Drori il y a 5 mois, lors des primaires socialistes? Elle a d'abord soutenu Vincent Peillon, pour ensuite appeler à faire battre Manuel Valls lors de la primaire, puis ensuite se retrouver investi candidat en marche. C'était il y a 5 mois. 5 mois, c'est pas long dans un parcours politique. Moi, je sais ce que j'ai fait avec Emmanuel Macron quand j'étais au gouvernement avec Manuel Valls. J'ai soutenu la loi travail, j'ai soutenu la compétitivité des entreprises, tout ce que Vincent Peillon tend dans la primaire. Candidat que soutenait Florence Drori, a porté. Donc moi, j'avance devant les électeurs, je revendique le terme de progressiste, parce que il faut clairement dire ce que l'on veut. Moi, je veux une majorité présidentielle progressiste. Je veux travailler avec Emmanuel Macron. Il est le président élu par 65% des Français. Quelle campagne je vais mener? Une campagne d'opposition, de blocage, alors que je me retrouve dans plein de sujets avec lui. Sur l'Europe, sur la sécurité, sur l'économie, tout ça, c'est frappé au point du bon sens. Alors il faut avancer. Donc moi c'est ça qui me choque dans cette élection. C'est que on aille revendiquer des étiquettes comme cela avec une forme d'opportunisme politique que les Français ne veulent plus. Le succès d'Emmanuel Macron, c'est bien ça. Il a envoyé tout le monde au vestiaire en disant il faut réinventer la politique, il faut militer autrement. Et je constate qu'il y a des pratiques d'un autre temps qui se maintiennent, des militants qui passent d'une écurie à une autre en vue d'une investiture. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les candidats d'En Marche, pour les candidats, pour les militants d'En Marche, et qui sont d'ailleurs pour certains candidats, à l'issue d'une démarche de sélection tout à fait honorable. Quand on est militant En Marche depuis un an et demi, qu'on a cru dans la démarche d'Emmanuel Macron, c'est très respectable. Ils ont porté un combat, une modernisation de la vie politique. Moi, je leur en sais gré, ils ont fait du bien à notre démocratie. Mais maintenant, il faut que les termes du débat soient clairs. Quelle peut être la cohérence d'un parlementaire quand il y a une incohérence personnelle
dans le combat politique. Donc en gros, ce que vous dites, c'est les militants, même les candidats actuels qui, il y a un an, commençaient avec Emmanuel Macron, pas de problème. Mais ceux qui s'y sont joints un peu au dernier moment, ça pose un peu plus de... Quelle est la ligne politique? Il faut toujours en revenir à ça. Quelle est la ligne politique? Moi, je regarde les textes qu'on a votés sous le quinquennat de François Hollande, et puis en particulier quand Manuel Valls était à Matignon. Des textes importants. Juste sur la loi travail. La loi travail. Mais la loi travail, demandait à ceux qui aujourd'hui se revendiquent d'En Marche dans la circonscription, ils étaient pour ou ils étaient contre? C'est des sujets importants, ça. Juste par rapport au Parti Socialiste, comment réagit le PS? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça, à savoir est-ce qu'ils vous ont fait des reproches ou pas? Est-ce qu'il y a eu une certaine position par rapport à votre discours? Les reproches, je m'en moque. Tant qu'il y en a eu. J'ai 40 ans. Si je fais de la politique, c'est pas pour faire des petites magouilles, des petites manigances. Moi, j'arrive avec ma spontanéité, des idées que je veux porter. On le voit, il faut réinventer la gauche. Il faut réinventer les appareils politiques. Donc moi, si on me tape sur les doigts, eh bien on me tape sur les doigts. C'est pas très grave. Moi, je veux porter des idées. Et je veux clarifier surtout le débat. Juste après les élections, quel que soit le résultat d'ailleurs, quelle sera votre position par rapport au PS? Est-ce que vous tournerez la page ou pas? Est-ce que si vous passez en tant que député, merci pour les petits verres d'eau. C'est hyper sympa, merci. Très sympa. Oh, en plus je connais le serveur. Est-ce qu'il y aura une volonté de partir du PS? Est-ce que ça restera toujours votre famille politique ou pas? Mais tout ça, c'est des questions. Là, on revient encore dans le petit jeu des appareils, le petit jeu des étiquettes. Au lendemain d'élection. Oui, mais justement, on parlait de clarifier. Est-ce que c'est une manière de clarifier en disant. Non, voilà. mais est-ce que le Parti Socialiste est clair déjà sur ce positionnement? Moi, j'entends tout et son contraire au Parti Socialiste. Les gens qui, comme moi, veulent mener une campagne de construction. On se dit, la gauche progressiste est là, vocation à participer à une majorité présidentielle. Et d'autres qui sont déjà dans une campagne d'opposition, qui font des yeux doux à Mélenchon. C'est une autre histoire, ce n'est pas la mienne. Donc, pas la mienne. Donc vous prenez pratiquement acte d'une sorte de scission au sein du PS entre ceux qui sont prêts, un peu comme chez les Républicains d'ailleurs. C'est pas moi qui prends acte de quelque chose. Cette histoire, elle est dans les tuyaux depuis longtemps. On l'a vu d'ailleurs pendant la primaire socialiste. Il y a clairement deux lignes idéologiques qui se dégagent. Une gauche, de la gauche, qui était incarnée par Hamon, par Péillon à sa manière. Et puis une gauche qui a la volonté de gouverner, de réformer. Une gauche social-démocrate, qui est dans l'histoire longue de la gauche française. Et moi, je me reconnais dedans. Et Emmanuel Macron vient de cette matrice-là. Pour finir un petit peu, j'ai mon petit réalisateur qui me fait 3 minutes. Permettez un peu d'eau. On va boire un petit coup d'eau parce qu'on est au soleil, on a un petit peu cramé, surtout moi. On va juste élargir un tout petit peu sur les autres pays. Israël, je crois, c'est 76 000 inscrits. Exactement. L'Italie, ça doit être 46, 48 000. Presque 50 000. 50 000. Bon, les autres pays, c'est un peu plus petit. Ne les oubliez pas, ils sont très importants et susceptibles. Et Malte, il ne faut surtout pas... Le Vatican également, et sans marron. Alors justement, par rapport à la Turquie en particulier et Israël, j'ai pas du tout suivi les discours des autres candidats et pas plus que le vôtre. Comment ça se passe pour tenir un discours, je dirais, pro-israélien ici et par rapport à la Turquie par exemple? Est-ce que le discours il passe de la même manière? Moi je ne change pas de discours. Je ne peux pas raconter quelque chose ici et son contraire là-bas. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et surtout, c'est pas comme ça qu'on mène un mandat. Et comment est-ce qu'ils reçoivent ce discours-là? Est-ce que ça les dérange ou comme ce sont essentiellement des expatriés, ça ne leur pose pas de soucis? Ou est-ce qu'il y a des franco-turcs qui ça pose... Mais il y a des débats dans la société française sur toutes ces questions-là. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'arène politique. Ça fait 10 ans que j'ai des positions très claires sur la défense d'Israël, sur la sécurité et l'existence d'Israël, la lutte contre le boycott. Mes prises de position, elles sont connues. Il ne suffit pas de vous allez fouiller sur Wikipédia, mais vous pouvez chercher encore un peu plus sur Internet. Vous allez voir que mon propos il est très clair. Ouais, j'ai vu sur donc je ne vais pas du jour au lendemain changer d'attitude. Donc le discours que j'ai,
sur Israël, il est connu. Mais je le défends avec force. Et parfois même avec une gauche dans certains pays qui est très en avance sur la gauche française. Moi je connais bien l'Italie, pour avoir été militant auprès de la gauche italienne, notamment Matteo Renzi, qui je me reconnais énormément parce qu'il a fait beaucoup avancer le camp des progressistes. Mais regardez sa position sur Israël, c'est nickel. Donc arrêtons d'imaginer que la gauche ne peut pas avoir une position irréprochable sur la question d'Israël. Eh ben, on va finir sur ce mot-là. Je vous remercie. C'est bien chaud, hein. Il est très très chaud, mais c'est bien l'ambiance israélienne. Dès qu'il a fini, on va pouvoir se tutoyer à nouveau. C'est la première fois qu'on se rencontre, et peut-être une autre fois si vous gagnez ou même pas les élections. À très bientôt, et je vous dis à peut-être tout à l'heure, la semaine prochaine, ou jamais. On verra. Merci.